Message de père, on te coupe les ponts. Ma sœur, bon débarras. J'ai répondu, entendu. Le lendemain, ma mère panique. Ma sœur écrit, aide-nous. J'ai raccroché. Ma vengeance était en marche. Je m'appelle Lison. Ce soir-là, à Limoges, la pluie tombait avec une violence rare, transformant les pavés de la rue de la Boucherie en torrents noirs et luisants. J'étais assise dans mon petit studio de 25 mètres carrés, écoutant le tambourinement incessant de l'eau contre la vitre, quand mon téléphone a commencé à vibrer. Il ne s'est pas contenté de sonner une fois. Il a explosé. Une avalanche de notifications provenant du groupe WhatsApp familial ironiquement baptisé la famille d'abord. Le premier message est apparu, brutal, sans préambule. C'était Stanislas, mon père. Nous te renions. Tu n'es plus ma fille. À partir de ce soir, tu n'existes plus pour cette famille. Tout passera désormais par mon avocat, Maître Marceau. Une seconde plus tard, ma mère, Bérangère, a renchéri. Tu as toujours été une déception, Lison. Une égoïste sans cœur. Et enfin, le coup de grâce. Daphné, ma sœur cadette, la princesse de la famille, a envoyé un simple émoji cœur rouge, suivi de ce message. Prends soin de toi pour une fois. On ne veut plus de toi. J'ai lu chaque mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Mes mains ne tremblaient même pas. J'ai simplement tapé un seul mot en réponse. Un mot qui allait sceller leur destin bien plus sûrement qu'ils ne le pensaient. Entendu. Puis, j'ai posé le téléphone face contre la table, j'ai regardé droit devant moi, et un coin de ma lèvre s'est soulevé. Si vous m'écoutez en ce moment, peu importe où vous êtes dans le monde, que vous soyez à Paris, à Montréal, à Dakar ou à Bruxelles, j'aimerais que vous fassiez une pause. Dites-moi dans les commentaires quelle heure il est chez vous et depuis quelle ville vous suivez cette histoire. Je suis curieuse de savoir qui d'autre a déjà reçu un message aussi cruel et ce que vous avez fait la seconde après. Parce que pour moi, ce petit entendu n'était que le calme avant la tempête. Je savais exactement pourquoi ils avaient envoyé ces messages. Cet après-midi-là, j'avais refusé de virer 5 000 € supplémentaires pour le week-end bien-être de ma mère à Vichy. J'avais simplement dit non. Pour la première fois en 6 ans. Et leur réponse a été de me couper les ponts, pensant que la peur de l'abandon me ferait ramper à leurs pieds avec un carnet de chèques ouvert. Ils avaient tort. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon MacBook. L'écran bleu de la banque brillait dans la pénombre de mon appartement. J'ai navigué vers l'onglet Virement permanent. Le premier de la liste, loyer Pentouze, 1800 €. C'était un magnifique appartement haussmannien avec vue sur la Vienne, avec des moulures au plafond et du parquet en chêne massif. Moi, je vivais dans un studio humide pour qu'il puisse y habiter. J'ai cliqué sur supprimer le bénéficiaire. Confirmer. Le suivant, carte American Express Platinum, Stanislas. Utilisé pour ses déjeuners au club de golf et ses costumes sur mesure. Limite de crédit, illimitée. J'ai cliqué sur déclarer la carte perdue ou volée et bloquer définitivement. Confirmer. Ensuite, mutuelle santé premium, famille. Celle qui couvre tout, des lunettes de créateur de Daphné aux cures thermales de ma mère, sans aucune franchise. Résilier le contrat. Motif, cessation de paiement. Confirmer. J'ai continué, ligne après ligne. L'abonnement au club de sport de luxe où Daphné allait pour prendre des selfies dans les miroirs des vestiaires. Les frais d'entretien de la voiture de mon père, une berline allemande qu'il n'avait jamais fini de payer. L'argent de poche mensuel que je versais à ma sœur sous l'intitulé aide aux études, alors qu'elle avait abandonné la fac d'art il y a 3 ans. En 8 minutes, 6 années de sacrifice ont disparu. J'ai fait le calcul mentalement. 3 500 € par mois, plus les extras, plus les vacances, plus les dettes. J'avais dépensé plus de 250 000 € pour eux. Un quart de million d'euros. L'équivalent d'une maison. L'équivalent de ma liberté. Tout était parti en fumée. Une fois la dernière ligne effacée, le solde prévisionnel de mon compte a bondi. Pour la première fois depuis mes 26 ans, je voyais de l'argent qui m'appartenait, et qui allait rester à moi. Je me suis levée et je suis allée vers la fenêtre. La pluie continuait de s'abattre sur Limoges, lavant les rues, nettoyant la crasse. Je me sentais étrangement légère. C'était une sensation nouvelle, presque vertigineuse.
Pas de tristesse. Juste une clarté absolue, froide et tranchante comme du cristal. Ils voulaient que je parle à leur avocat? Très bien. Mais d'abord, ils allaient devoir apprendre à vivre sans leur oxygène financier. J'ai éteint mon ordinateur. Je savais que la nuit serait courte. Je savais que demain, au lever du soleil, la réalité allait les frapper de plein fouet. Ils avaient tiré la première balle, pensant m'abattre. Mais ils avaient oublié une chose essentielle, c'était moi qui fournissais les munitions. Et je venais juste de vider le chargeur. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. Cette femme qui me fixait n'était plus la fille docile, la banque ambulante, le paillasson sur lequel il s'essuyait les pieds. Cette femme était dangereuse. Je suis allé me coucher, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vérifié si j'avais reçu une demande de virement avant de fermer les yeux. Le silence de mon téléphone était la plus belle mélodie que j'ai jamais entendue. Mais avant que le soleil ne se lève sur le désastre que j'avais programmé, je dois vous expliquer pourquoi ce vent tendu a été si facile à écrire. Pourquoi mon cœur ne s'est pas brisé. La vérité, c'est qu'il était déjà en miettes depuis 18 heures. Tout avait commencé la veille, alors que j'étais encore au bureau, au siège de l'entreprise de logistique où je travaille comme directrice administrative et financière. Il était 19 heures passées. Les bureaux étaient vides, seul le ronronnement de la photocopieuse et le bruit de la pluie contre les vitres brisaient le silence. Mon téléphone avait vibré. Un mail de mon oncle Firmin. Le frère de mon père. Le mouton noir de la famille, celui qui travaillait le bois de ses mains et que mon père, Stanislas, traitait avec un mépris royal parce qu'il n'avait pas réussi. L'objet du mail était simple, tu dois écouter ça. Pardon. En pièce jointe, un fichier audio de 5 minutes. J'ai branché mes écouteurs. J'ai appuyé sur lecture. Au début, il n'y avait que le bruit ambiant d'un restaurant chic. Le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine, des rires étouffés, le tintement des verres en cristal. J'ai tout de suite reconnu l'endroit. C'était le Versailles, le restaurant le plus huppé de la ville. J'avais payé la facture de réservation 2 semaines plus tôt pour les 62 ans de mon père. Je n'y étais pas. On m'avait dit que c'était un dîner intime pour les vieux amis et que je m'y ennuierais. Puis, la voix de Daphné a percé le brouhaha. Elle était pâteuse, le genre de voix qu'elle a après sa 3e coupe de champagne. Honnêtement, disait-elle en riant, Lison est tellement naïve que c'en est presque triste. Je lui ai envoyé une photo de moi en train de pleurer la semaine dernière en disant que je me sentais vide, et hop, 2 heures après, le virement pour le sac Saint-Laurent était sur mon compte. Des rires ont éclaté autour de la table. Des rires que je connaissais par cœur. Puis, la voix de ma mère, Bérangère. Douce, mielleuse, celle qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Oh, laisse-la, chérie. Tant qu'elle continue de payer le loyer de cet appartement, je me fiche de ce qu'elle fait. Elle a besoin de se sentir utile. C'est sa façon d'acheter notre amour, puisqu'elle n'est pas assez intéressante pour l'avoir autrement. J'ai senti un coup de poignard dans ma poitrine. Mais le pire restait à venir. Une voix masculine a pris la parole. Une voix grave, assurée. Celle de Marceau. Marceau, mon ex-compagnon. L'homme avec qui j'avais vécu 2 ans. L'homme qui m'avait quitté 6 mois plus tôt parce que j'étais trop obsédée par ma carrière et que je ne lui consacrais pas assez de temps. Il était là, à ce dîner. À la santé de Lison, a dit Marceau, et j'ai entendu le bruit des verres qui s'entrechoquent. La meilleure vache à lait de la région. Grâce à son travail acharné, Daphné et moi pouvons partir aux Maldives le mois prochain. Elle bosse, nous envie. C'est le partage des tâches, non? Le rire de mon père a tonné, puissant et gras. Tu as bien raison, mon garçon. Elle tient ça de moi, le sens du travail. Mais elle n'a pas mon génie. Elle est juste, laborieuse. C'est un bon petit soldat. Une banque sur pattes. Une banque sur pattes. J'ai mis pause à 3 minutes et 47 secondes. Le silence est retombé dans mon bureau vide. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. J'ai repensé à toutes les fois où mon père m'avait appelé ma fierté juste avant de me demander un chèque. J'ai repensé à ma mère qui me disait que j'étais le pilier de la famille. J'ai repensé à Marceau, qui me tenait la main en me disant qu'il m'aimait, alors qu'il calculait déjà combien il pourrait extraire de ma famille une fois qu'il aurait séduit ma sœur. Car c'était clair maintenant. Marceau ne m'avait pas juste quitté.
Il m'avait remplacé par Daphné. Il avait changé de branche pour rester attaché à l'arbre qui portait les fruits d'or, mon compte en banque. J'ai compris à cet instant précis que je n'avais pas de famille. J'avais des parasites. J'ai sauvegardé le fichier audio dans un dossier sécurisé nommé preuve. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément. La douleur était là, brûlante, humiliante. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre commençait à naître. Une rage froide. Il riait de moi. Il buvait mon champagne, mangeait mes repas, vivait dans mon appartement, et il riait de ma stupidité. C'était ce fichier audio qui tournait en boucle dans ma tête quand j'ai reçu leur message de rupture le lendemain soir. C'était la voix de Marceau et le rire de mon père qui m'avaient donné la force d'écrire entendu. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais seule. Mais il ne savait pas qu'oncle Firmin m'avait donné l'arme qui allait les détruire. Et je n'allais pas hésiter à appuyer sur la gâchette. Le lendemain matin, le réveil a sonné à 6h30. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris acier typique du Limousin. Je me suis levée, j'ai pris une douche brûlante et j'ai enfilé mon tailleur le plus impeccable, celui que je réservais pour les conseils d'administration. Je me suis maquillée avec soin, cachant les cernes d'une nuit sans sommeil sous une couche d'anti-cernes. Je voulais être parfaite. Une armure de guerre. Je suis arrivée au bureau à 8h pile. J'ai salué mes collègues avec un sourire que je n'avais pas eu depuis des années. D'habitude, j'arrivais le dos voûté par le poids des soucis financiers de mes parents. Aujourd'hui, je marchais la tête haute. Mon téléphone a commencé son attaque à 8h15. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. 6 fois. Elle a rappelé immédiatement. J'étais dans l'open space, près de la machine à café. J'ai décroché et mis le haut-parleur, baissant le volume juste assez pour que je sois la seule à entendre distinctement, mais assez fort pour que mes collègues perçoivent le ton hystérique. Lisons. La voix de Bérangère était si aiguë qu'elle a grésillé. Je suis à la pharmacie. C'est humiliant. Le pharmacien dit que la carte de mutuelle est rejetée. Il dit que le contrat est résilié. Il y a une queue derrière moi, lisons. Règle ça tout de suite. J'ai pris une gorgée de mon café, savourant l'amertume du grain. Bonjour, Bérangère, ai-je répondu d'une voix calme et posée. Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles. Tu m'as renié hier soir, tu te souviens? Tu as dit que je n'étais plus ta fille. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Ne joue pas à ça avec moi, a-t-elle hurlé. C'est ma crème de jour et mes compléments alimentaires. Ça coûte 400 €. Comment je vais payer? Je te suggère d'utiliser ton propre argent, ou peut-être de demander à ton mari. Ou mieux, appelle ton avocat. Bonne journée. J'ai raccroché. Mes collègues me regardaient, les yeux écarquillés. J'ai haussé les épaules et je suis retournée à mon bureau. 5 minutes plus tard, c'était au tour de Daphné. Pas d'appel cette fois, mais une rafale de SMS. Le téléphone vibrait tellement qu'il avançait tout seul sur mon bureau. Message 1, t'es une grande malade. Message 2, le proprio vient d'appeler papa. Le virement du loyer n'est pas passé. Il dit qu'il va envoyer un huissier si ce n'est pas réglé avant midi. Message 3, c'est de la violence financière. Tu veux nous mettre à la rue? Message 4, si tu ne remets pas l'argent tout de suite, je vais dire à tout le monde à ton boulot que tu détournes des fonds pour entretenir un gigolo. J'ai relu ce dernier message. Une menace. Une menace directe et vicieuse. Elle était prête à détruire ma carrière professionnelle pour garder son confort. Mettez-vous à ma place un instant. Votre propre sœur, celle dont vous avez payé les études, les vêtements, les vacances, vous menace de ruiner votre réputation professionnelle parce que vous avez coupé le robinet à cash. Que auriez-vous fait? Auriez-vous eu peur? Auriez-vous cédé pour éviter le scandale? Dites-moi dans les commentaires si vous auriez tenu bon ou si vous auriez craqué. Je n'ai pas craqué. Au contraire. Ce message était un cadeau. Une preuve écrite de chantage. J'ai fait une capture d'écran. J'ai répondu par l'image que Daphné m'avait envoyée la veille, le même bye-bye avec son petit cœur rouge. Puis, j'ai éteint mon téléphone personnel et je l'ai rangé dans mon tiroir à clés.
Je me suis concentrée sur mon travail. Les chiffres. Les tableaux Excel. La logistique. Des choses logiques, rationnelles, qui ne vous trahissent pas. Vers 11 heures, l'interphone de l'accueil a sonné. La réceptionniste m'a appelé, la voix un peu tremblante. Madame Valois? Il y a un monsieur ici. Un certain maître Marceau. Il dit qu'il doit vous voir d'urgence pour une affaire légale. Il est très insistant. J'ai souri. Le voilà. Le traître en costume cravate. Ils avaient envoyé les chiens de garde. Faites-le monter, ai-je dit. Et demandez à la sécurité de rester pas trop loin. J'ai lissé ma jupe, ajusté mes lunettes. Le jeu commençait vraiment. Marceau pensait venir intimider son ex-copine pleurnicharde. Il allait découvrir qu'il entrait dans la cage d'un lion qui avait faim de justice. La porte de mon bureau s'est ouverte avant même que je ne dise entrer. Marceau est entré comme s'il était propriétaire des lieux, sa mallette en cuir de veau à un cadeau que je lui avais offert pour Noël l'année dernière à la main. Il portait un costume bleu nuit trop cintré, celui qu'il mettait quand il voulait impressionner un jury. Il n'a pas souri. Il a claqué la porte derrière lui et s'est assis sur la chaise en face de mon bureau sans y être invité. Lison, a-t-il commencé d'une voix grave, celle qu'il travaillait devant le miroir. Tu joues à un jeu très dangereux. Je l'ai regardé par-dessus mes lunettes, mes mains croisées sur le dossier logistique Transport Sud. Bonjour à toi aussi, Marceau. Je vois que tu as gardé la mallette. Elle te va bien. C'est dommage que l'homme qui la porte soit devenu si petit. Il a serré la mâchoire. On ne parle pas de mode ici. On parle de loi. Tu as coupé les vivres à tes parents. Tu sais ce que dit l'article 205 du Code civil français? Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. C'est l'obligation alimentaire, lisons. Si je porte plainte demain devant le juge aux affaires familiales, tu seras condamné. Et une condamnation pour abandon de famille, ça ferait tache sur le CV d'une directrice financière, non? Il avait l'air si sûr de lui. Il pensait m'avoir piégé. Il pensait que j'étais juste une comptable ennuyeuse qui ne connaissait rien au droit. J'ai ouvert mon tiroir et j'en ai sorti une chemise cartonnée rouge. Je l'ai posée doucement sur le bureau. Tu as tout à fait raison sur l'article 205, Marceau, ai-je répondu calmement. Mais tu as oublié la jurisprudence. L'obligation alimentaire couvre les besoins essentiels, nourriture, logement décent, soins médicaux de base. Elle ne couvre pas. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire à haute voix. Un appartement de 180 mètres carrés avec vue sur la Vienne. Les cotisations au Golf Club de Limoges. Les sacs à main de luxe pour une sœur adulte et valide qui refuse de travailler. Et surtout, j'ai levé les yeux vers lui, plongeant mon regard dans le sien. Elle ne couvre pas les pleins d'essence d'une Audi A4 appartenant à un tiers. Un certain maître Marceau, avocat au barreau. Le visage de Marceau a viré au gris cendre. De quoi tu parles, a-t-il bégayé, sa belle assurance se fissurant. J'ai sorti un relevé bancaire surligné en jaune. Carte supplémentaire American Express de mon père. J'ai remarqué des débits réguliers à la station-service Total de l'avenue Baudin. Toujours du diesel premium. Mon père roule à l'essence, Marceau. Toi, tu roules au diesel. J'ai aussi les images de vidéosurveillance de la station, gentiment fournies par le gérant qui est un client de ma société de logistique. Il s'est figé. C'est de l'abus de confiance, ai-je continué, ma voix devenant plus dure, plus tranchante. Détournement de fonds. Complicité d'escroquerie. Si tu déposes une plainte contre moi pour obligation alimentaire, je dépose une plainte contre toi auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats pour faute déontologique grave et vol. Tu seras radié avant même que l'encre de ta plainte ne soit sèche. Il s'est levé brusquement, renversant presque la chaise. Il tremblait. Pas de peur, mais de rage contenue. Tu n'oserais pas, a-t-il sifflé. Tu aimes trop ta petite tranquillité. La Lison que tu as connue est morte hier soir, tuée par votre mépris, ai-je répondu. La femme qui est devant toi n'a plus rien à perdre. Alors, sors de mon bureau. Et dis à mes parents que s'ils veulent un centime, ils devront le demander à un juge. Et je viendrai avec ce dossier. Il m'a regardé une dernière fois avec une haine pure,
a attrapé sa mallette et a quitté la pièce presque en courant. Quand la porte s'est refermée, j'ai expiré longuement. Mes mains ne tremblaient toujours pas. Au contraire. Je me sentais puissante. Invincible. Je venais de mettre en échec un avocat avec un simple relevé bancaire. Mais je savais que ce n'était pas fini. Marceau était un lâche, et les lâches, quand ils sont blessés, ne se battent pas à la loyale. Ils attaquent dans le dos. Ils allaient utiliser leur arme favorite, la rumeur. Je ne m'étais pas trompée. Dès le lendemain midi, les murmures ont commencé. Limoges est une ville moyenne, une ville de province où tout le monde connaît tout le monde. Les cercles bourgeois sont étroits. Stanislas et Bérengère n'avaient pas perdu de temps. Une amie de lycée m'a envoyé un message. « Lison, est-ce que c'est vrai que tu as mis tes parents à la rue parce qu'ils sont vieux et malades ? Ta mère pleure au marché en disant que tu ne leur donnes même plus de quoi manger. » Puis un autre message d'un cousin éloigné. « Je ne pensais pas que tu étais capable d'une telle cruauté. Laisser ta sœur sans ressources alors qu'elle est en dépression ?» Ils étaient en train de réécrire l'histoire. Ils se posaient en victime d'une fille ingrate et riche qui avait oublié ses racines. Ils utilisaient leur réseau social, l'église, le club de golf, pour détruire ma réputation. Ils voulaient m'isoler, me faire honte, pour que je cède sous la pression sociale. C'était leur erreur fatale. Ils pensaient que je me cacherais. J'ai ouvert mon ordinateur personnel ce soir-là. J'ai respiré profondément l'odeur du café frais, écoutant le calme de mon studio. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai cliqué sur Nouveaux messages. Dans le champ CCI, copie carbone invisible, j'ai commencé à taper les adresses. Une liste que je gardais précieusement depuis des années, au cas où. Le père Guillaume, le curé de leur paroisse, qui prêchait la charité tous les dimanches. Le président du conseil d'administration du golf club de la Porcelaine. Les membres du bureau de l'association caritative où ma mère jouait les grandes dames. Les anciens associés de mon père. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, le patron des avocats de la région. Et enfin, l'associé principal du cabinet où travaillait Marceau. En tout, 211 destinataires. L'élite de Limoges. Les gens dont l'opinion comptait plus que tout pour mes parents. Objet, clôture définitive des MON soutien financier à la famille Valois, la vérité. Le corps du mail était court, clinique, chirurgical. Mesdames, messieurs, depuis 48 heures, des rumeurs circulent concernant ma décision de cesser tout soutien financier à mes parents, Stanislas et Bérengère Valois, ainsi qu'à ma sœur Daphné. Pour la transparence et pour protéger mon intégrité professionnelle, je me dois de rétablir les faits avec des preuves tangibles. Vous trouverez ci-joint 2 documents, un relevé financier exhaustif des 6 dernières années, détaillant les 254 000 € que j'ai versés pour maintenir leur train de vie, incluant les frais de golf, les voyages de luxe et les dépenses personnelles de Maître Marceau. Un enregistrement audio daté d'avant-hier, pris au restaurant Le Versailles, où vous entendrez les bénéficiaires de cette aide expliquer leur véritable considération à mon égard. J'ai attaché le fichier Excel. J'ai attaché le fichier audio MP3. Mon doigt a plané au-dessus du bouton envoyer. C'était le point de non-retour. Une fois ce mail parti, il n'y aurait plus de réconciliation possible. C'était la terre brûlée. C'était l'humiliation publique totale pour eux. J'ai repensé au rire de mon père dans l'enregistrement, une banque sur pattes. J'ai cliqué sur envoyer. Le petit bruit whoosh du mail qui part à résonner dans la pièce. C'était le son le plus satisfaisant du monde. Il était 19h17. À 19h30, mon téléphone s'est mis à clignoter comme une guirlande de Noël. Mais cette fois, je n'ai pas répondu. J'ai versé un verre de vin rouge, je me suis assise dans mon fauteuil, et j'ai regardé la pluie recommencer à tomber dehors. Je savais exactement ce qui se passait à l'autre bout de la ville. Les notifications de lecture arrivaient les unes après les autres. Ils écoutaient. Ils lisaient. Ils découvraient que la Sainte Famille Valois était une escroquerie financée par la fille qu'ils méprisaient. Le château de cartes venait de s'effondrer. Le lendemain a été une journée d'apocalypse pour ma famille, et une journée de silence étrange pour moi. Le premier domino à tomber a été le golf club. J'ai appris plus tard par une secrétaire que j'avais aidé autrefois que Stanislas s'était présenté à l'accueil à 9h pour son parcours habituel. Sa carte de membre ne passait pas. Mais ce n'était pas le pire.
Le président du club, un homme rigide et à cheval sur les principes, est sorti de son bureau. Il tenait une impression de mon fichier Excel. Devant tout le hall, devant ses amis, il a dit à mon père, « Stanislas, tu nous as dit que tu étais un investisseur à succès. Je vois ici que c'est ta fille qui paie tes cotisations depuis 2018. Et pire, je t'entends sur cet enregistrement te moquer de ceux qui travaillent. Nous n'aimons pas les parasites ici. Tu es suspendu. » Mon père est reparti, rouge de honte, sous les regards goguenards des caddies. Ensuite, l'église. Le père Guillaume m'a laissé un message vocal. Sa voix tremblait. « Lisons, ma fille. » J'ai écouté. J'ai lu. Je suis bouleversée. Ta mère m'avait dit que ces dons pour la réfection du toit venaient de l'héritage de sa tante. Je vois qu'ils venaient de ton salaire. Le mensonge est un péché, mais l'ingratitude est un poison. Je vais prier pour eux, mais je ne peux plus laisser ta mère diriger la chorale. Daphné a subi le sort le plus rapide et le plus brutal. La génération Instagram ne pardonne pas. Le fichier audio a fuité et je ne sais pas par qui, peut-être un des 200 destinataires et s'est retrouvé sur les réseaux sociaux locaux. Ses amis influenceurs, ceux qui profitaient de ses bouteilles en boîte de nuit, se sont retournés contre elle. Les commentaires sous ses photos de vacances, payées par mois, se sont transformés en tribunal populaire. Rends l'argent à ta sœur, tu n'es pas une influenceuse, tu es une assistée, la honte de Limoges. Elle a dû désactiver son compte à midi. Son univers artificiel a disparu en quelques heures. Mais l'appel le plus marquant est arrivé vers 14 heures. Un numéro fixe que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Allô? Lison? C'est oncle Firmin. Sa voix était rauque, pleine d'émotion. Firmin, le frère oublié, le menuisier aux mains calleuses que mon père n'invitait jamais aux fêtes chic. Oncle Firmin, ai-je répondu, ma propre voix s'adoucissant instantanément. J'ai reçu ton mail, a-t-il dit. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu qu'il pleurait doucement. Merci. Merci, ma petite. Tu n'imagines pas. Pendant 40 ans, ton père m'a traité de raté. Il a dit à tout le monde que j'étais la honte de la famille parce que je travaillais le bois. Et aujourd'hui tout le monde sait que c'est lui le raté. Tu as vengé notre nom, Lison. Tu as lavé l'honneur des Valois. J'ai senti une larme couler sur ma joue. C'était la première fois que je pleurais depuis le début de cette histoire. Pas de tristesse, mais de soulagement. Je n'étais pas seule. J'avais un allié. Merci, tonton, ai-je murmuré. Fais attention, a-t-il ajouté, sa voix devenant plus grave. Ils sont acculés. Une bête blessée est dangereuse. Stanislas m'a appelé tout à l'heure, il hurlait. Il disait qu'il allait te détruire, qu'il avait encore une carte à jouer. Je ne sais pas ce que c'est, mais méfie-toi. J'ai raccroché avec un frisson dans le dos. Firmin avait raison. L'humiliation publique ne suffisait pas à arrêter des narcissiques. Au contraire, ça les rendait imprévisibles. Et la carte à jouer dont parlait mon père allait se révéler bien plus noire que je ne l'imaginais. Ce n'était plus une question d'argent. On allait plonger dans le crime. La contre-attaque est arrivée le soir même. Daphné et Marceau ont annoncé un live vérité sur une nouvelle page Facebook créée à la hâte. Le titre était accrocheur, « Comment ma sœur psychotique a manipulé la vérité pour nous détruire ». Ils allaient jouer la carte de la folie. Ils allaient dire que j'avais falsifié les comptes, que l'enregistrement était un montage IA. C'était leur dernière chance de sauver la face. J'étais prête à regarder ce cirque, résignée, quand mon téléphone a sonné. Un appel WhatsApp. La photo de profil montrait une femme aux cheveux courts, le regard intense. Sibylle. Sibylle, ma cousine éloignée. Celle qui avait disparu du jour au lendemain il y a 8 ans. On m'avait dit qu'elle était partie rejoindre une secte ou qu'elle s'était droguée. C'était la version officielle de mon père. J'ai décroché. Lison, ne raccroche pas, a-t-elle dit précipitamment. J'ai vu ton mail. Quelqu'un me l'a transféré. Tu es en danger. Sibylle? Où es-tu? Je suis à Bordeaux. Écoute-moi bien. Ton père n'est pas seulement un parasite. C'est un criminel. Mon cœur a raté un battement. De quoi tu parles?
Tu te souviens quand grand-mère est morte? Il y a 8 ans? Oui. Elle n'avait plus rien, tout avait été vendu pour payer la maison de retraite. C'est ce que papa a dit. Sibylle a ri, un rire amer et brisé. C'est un mensonge. Grand-mère m'avait laissé un compte-titres. Une assurance vie. Environ 80 000 euros. C'était pour mes études de médecine. Stanislas était l'exécuteur testamentaire. Je commençais à comprendre et la nausée montait. Il a imité ma signature, lisons, a continué Sibylle, sa voix tremblant de colère. Il a vidé le compte. Il a tout pris pour injecter dans sa société de construction qui coulait déjà. Quand je l'ai découvert, il m'a menacé. Il a dit qu'il avait des amis puissants, qu'il me ferait interner si je parlais. J'avais 22 ans, j'étais seule, j'ai eu peur. J'ai fui. Mon Dieu! Ai-je soufflé? Mais j'ai gardé les preuves, a-t-elle dit. J'ai les relevés originaux. J'ai une expertise graphologique que j'avais faite faire en secret à l'époque. Je n'ai jamais osé les utiliser. Mais ce soir, après ce que tu as fait, je ne peux plus te laisser te battre seule. Je t'envoie tout. Maintenant. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré. Un fichier PDF de 20 pages. Je l'ai ouvert. Les preuves étaient là. Irréfutables. Défaut en écriture. De l'abus de confiance sur personne vulnérable. Du vol qualifié au sein de la famille. Ce n'était plus un drame familial. C'était du pénal. Stanislas risquait la prison ferme. Et Marceau? J'ai scanné les documents. En bas d'un acte notarié falsifié, il y avait le tampon d'un jeune clerc de notaire qui certifiait la signature. Marceau? Ai-je chuchoté? À l'époque, Marceau débutait. Il avait aidé mon père à maquiller le vol. C'était pour ça qu'il était si proche de la famille. Ils tenaient l'un l'autre par ce secret. J'avais maintenant une bombe nucléaire entre les mains. Le live Facebook de Daphné et Marceau allait commencer dans 10 minutes. Ils allaient tenter de me salir. Je n'allais pas me défendre. J'allais les exterminer. J'ai appelé le commissariat central de Limoges. J'ai demandé l'officier de permanence à la brigade financière. J'ai dit les mots magiques, j'ai des preuves d'une escroquerie en cours, et les auteurs sont en train de se mettre en scène publiquement en ce moment même. Puis, j'ai ouvert Facebook. Le live a commencé. Daphné pleurait, sans larmes, et Marceau ajustait sa cravate, l'air grave. Nous sommes victimes d'une sœur jalouse. Commença Daphné. J'ai souri. Profitez bien de vos dernières minutes de liberté, ai-je pensé. L'écran de mon ordinateur affichait le visage bouffi de fausse tristesse de ma sœur. Ils étaient assis dans le salon du Penthouse, devant la cheminée en marbre que j'avais payée. Ma sœur Lison a toujours eu des problèmes psychologiques, mentait Daphné face caméra. Le compteur de spectateurs montait, 500, 1000, 2000 personnes. Tout Limoges regardait. Elle invente des histoires d'argent pour attirer l'attention. Marceau a pris la parole, posant une main protectrice sur l'épaule de Daphné. En tant qu'avocat, je peux vous assurer que les documents diffusés par Lison sont des faux grossiers. Nous allons déposer plainte pour diffamation et usage de faux dès demain matin. La section commentaires était divisée. Certains les insultaient, d'autres doutaient. Et si c'était vrai? Lison est peut-être folle? C'était le moment. Je ne me suis pas connectée avec mon compte personnel. J'ai utilisé le compte de Sibylle, qu'elle venait de me prêter. J'ai posté un seul commentaire épinglé en haut grâce à l'avalanche de likes immédiats. Je suis Sibylle Valois. Voici la preuve que Stanislas Valois a volé mon héritage avec la complicité de Maître Marceau. La police est en route. Et j'ai collé le lien vers le dossier PDF des preuves hébergées sur un cloud public. Le chat a explosé. Les spectateurs ont cliqué. En quelques secondes, l'ambiance a changé. Regardez la page 4. C'est une fausse signature évidente. Marceau a signé ça? Mais il est fini. C'est dégueulasse, voler une orpheline. Sur l'écran, j'ai vu Marceau regarder son téléphone hors champ. Son visage s'est décomposé. Il a blêmi, une sueur visible perlant sur son front.
Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Daphné. Elle a arrêté de pleurer instantanément, ses yeux s'écarquillant de terreur. On a des problèmes techniques, a bégayé Marceau. Il a essayé de se lever. C'est à ce moment-là qu'on a entendu la sonnette. Une sonnerie longue, impérieuse. Celle qu'on n'ignore pas. Puis, des coups contre la porte. Police. Ouvrez. Le micro du téléphone de Daphné était excellent. Il a capté chaque son. Le bruit lourd de la porte d'entrée qui s'ouvre, ils avaient oublié de la verrouiller dans leur arrogance. Des voix fortes ont envahi le salon. 2 officiers en uniforme et un inspecteur en civil sont entrés dans le champ de la caméra. Monsieur Stanislas Valois? Vous êtes en état d'arrestation pour faux, usage de faux et abus de confiance, a déclaré l'inspecteur. On a vu mon père apparaître en arrière-plan, en robe de chambre, l'air hagard. Mais, je suis Stanislas Valois. Vous ne pouvez pas. Menottes a ordonné l'inspecteur. Et le monde entier a vu. Ils ont vu les menottes se refermer sur les poignets de mon père. Ils ont vu Marceau tenter de s'éclipser vers le couloir, intercepté par un agent. Maître Marceau, nous avons aussi quelques questions pour vous concernant une certification frauduleuse en 2016. Daphné est restée seule face à la caméra, figée, la bouche ouverte, regardant son monde s'écrouler en direct. Elle a regardé l'objectif, comme si elle me voyait à travers l'écran. Lisons. A-t-elle murmuré, la terreur pure dans la voix. Qu'est-ce que tu as fait? Le flux vidéo s'est coupé brutalement. Un policier avait sans doute éteint le téléphone. Je me suis laissé retomber dans mon fauteuil. Le silence est revenu dans mon appartement. Mais cette fois, ce n'était pas un silence vide. C'était le silence après la bataille. Le silence de la victoire. J'avais non seulement coupé les ponts, mais j'avais dynamité le pont, la rivière et toute la vallée. Je n'ai ressenti aucune joie sadique. Juste une immense fatigue. C'était fini. Le mal était extirpé. Mais je savais qu'il restait une dernière confrontation. L'acte final. Car les monstres reviennent toujours une dernière fois pour essayer de vous faire douter. Une semaine a passé. Une semaine de procédures, d'interrogatoires, de scandales médiatiques local. Le journal Le Populaire du Centre en avait fait sa une, la chute de la maison Valois. Je n'avais répondu à aucun appel. Ni ceux de ma mère, ni ceux de Daphné. Un soir de novembre, je rentrais chez moi à pied. Il pleuvait encore. Comme si le ciel de Limoges voulait laver toute cette saleté. Je marchais vers ma nouvelle résidence, un immeuble sécurisé avec gardien que je venais de louer pour moi, cette fois. En arrivant devant le portail, je les ai vus. 2 silhouettes sous un abribus, trempées, misérables. Bérengère et Daphné. Elles n'avaient plus de voiture saisie par la justice. Elles n'avaient plus de chauffeur. Elles portaient des manteaux qui avaient l'air chers mais qui étaient trempés et froissés. Ma mère avait vieilli de 10 ans en 7 jours. Daphné n'avait plus rien de la princesse arrogante, elle ressemblait à une enfant perdue. Elles m'ont vue. Elles se sont précipitées vers moi. Lisons, a crié ma mère. Elle a essayé de me prendre la main, mais j'ai reculé d'un pas, ne me touche pas, ai-je dit. Ma voix était calme, mais froide comme l'acier. Lisons, s'il te plaît, a sangloté Bérengère. Ton père, il est en détention provisoire. Ils vont vendre la maison. On n'a nulle part où aller. On n'a plus rien. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. On est ta famille. Daphné s'est avancée, les yeux rouges. Je suis désolée, lisons. Je te jure. J'étais bête, j'étais manipulée par Marceau. Il m'a dit que c'était toi la méchante. Pardonne-moi. Je suis ta petite sœur. J'ai regardé ces 2 femmes. Celle pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, mes économies, mes amours. J'ai ressenti une vague de pitié. Pas de l'amour. Juste de la pitié, comme on en ressent pour un animal blessé sur le bord de la route. Mais je savais que si je les laissais entrer, même juste pour une nuit, elles me dévoreraient à nouveau. C'étaient des trous noirs. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Tenez, ai-je dit en tendant l'enveloppe à Daphné. Ses yeux se sont illuminés. Elle a cru que c'était un chèque. De l'argent. Le retour de la banque Lison.
Elle l'a ouverte fébrilement. Ce n'était pas un chèque. C'était une liste. Une liste d'adresses. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, confuse. C'est la liste des foyers d'hébergement d'urgence de la Haute-Vienne, ai-je répondu. Et l'adresse d'une agence d'intérim qui cherche des ouvriers pour l'usine de porcelaine. Ils embauchent sans diplôme. Elles sont restées bouche bée. Tu nous donnes des adresses de foyers, a balbutié ma mère, outrée malgré sa détresse. Nous? Les Valois? Dans un foyer? Les Valois n'existent plus, Bérengère, ai-je tranché. Il ne reste que des citoyens ordinaires qui doivent travailler pour vivre. Comme moi. Comme tout le monde. Tu es un monstre, a craché ma mère, son vrai visage revenant au galop dès qu'elle a compris qu'il n'y aurait pas d'argent. Non, ai-je souri tristement. Je suis juste le résultat de votre éducation. Vous m'avez appris que tout se paie. Eh bien, l'addition est arrivée. J'ai tapé le code de mon portail. La lourde grille en fer s'est ouverte. Lison, ne pars pas, a crié Daphné, paniquée. Je me suis retournée une dernière fois. La Lison que vous cherchez est morte la nuit où vous l'avez reniée par SMS. Adieu. Le portail s'est refermé avec un claquement métallique définitif. Je les ai laissées là, sous la pluie, face à la réalité qu'elles avaient fui toute leur vie. J'ai monté les escaliers vers mon appartement. J'ai enlevé mon manteau mouillé. J'ai préparé un thé. Et pour la première fois de ma vie, le silence dans ma tête était total. Pas de culpabilité. Pas de si. Juste la paix. 6 mois ont passé. Le printemps est arrivé en Limousin, transformant les collines grises en océans de verre. Ma vie a changé du tout au tout. Avec l'argent que je ne donnais plus à ma famille, ces fameux 3500 € par mois, j'ai pu investir pour moi. J'ai acheté une petite maison en pierre, à 10 km de la ville. Elle n'est pas grande, pas luxueuse comme le Penthouse, mais elle a quelque chose de plus précieux, un jardin. Je suis en train de planter des rosiers. C'était mon rêve d'enfant, celui dont mon père se moquait en disant que jardiner, c'est pour les domestiques. Aujourd'hui, j'ai les mains dans la terre, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Les nouvelles des autres me parviennent parfois, bien que j'ai bloqué tous les numéros. Stanislas a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une amende énorme qui a englouti tout ce qui restait de la vente de leurs biens. Il vit dans un studio HLM, seul. Marceau a été radié du barreau pour 5 ans. Il a quitté la région, la queue entre les jambes. Sa carrière est finie. Bérengère vit avec une pension de retraite minimum. On m'a dit qu'elle passait ses journées à raconter à qui veut l'entendre que sa fille l'a volée, mais plus personne ne l'écoute. Et Daphné? C'est peut-être la seule note d'espoir. J'ai appris par oncle Firmin qu'elle avait pris le poste à l'usine de porcelaine. Elle emballe des assiettes 8 heures par jour. C'est dur. Elle a mal au dos. Mais pour la première fois, elle gagne son propre argent. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, elle deviendra une personne décente. Mais ce ne sera pas grâce à mon aide. Ce sera grâce à son travail. Quant à moi, j'ai créé une petite association avec oncle Firmin. La bourse Lison et Firmin. Nous aidons 3 étudiants par an. Pas des enfants de riches, mais des jeunes qui, comme moi, doivent travailler pour soutenir leur famille. Nous leur payons leurs études pour qu'ils n'aient pas à sacrifier leur avenir. Hier, j'ai reçu la première lettre de remerciement d'une étudiante. Elle a écrit « Grâce à vous, je peux respirer. » Respirer. C'est exactement ça. Je raconte cette histoire aujourd'hui non pas pour me venger, mais pour témoigner. Je sais qu'il y a des milliers de Lisons qui m'écoutent. Des personnes qui se consument pour réchauffer ceux qui ne les aiment pas. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo et partagez-la. Et surtout, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Avez-vous réussi à couper les liens toxiques? Ou cherchez-vous encore le courage de le faire? On se soutient les uns les autres ici. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience. Je pose ma pelle de jardinage. Le soleil se couche sur mes rosiers. Je prends mon téléphone. Aucun message de menace. Aucune demande d'argent. Juste un message de Sibylle, on dîne ensemble ce soir? J'apporte le vin. Je souris. Je tape, entendu.
À tout de suite. Le mot entendu ne signifie plus la soumission. Il signifie que je suis prête à écouter la vie, la vraie, celle qui commence quand on a enfin le courage de dire non. C'est ça, mon héritage. Ma liberté. Et elle a le parfum des roses après la pluie.